Donc, comme ce slide l'explique, en keynote, c'est généralement très rempli. Et pour un orateur, quand on est dans un aussi grand et bel endroit, c'est quand même assez chouette d'avoir du monde regroupé en termes de feedback. Et ceci, ça vient de l'expérience d'un ami à moi à Rennes. On a depuis cette année un amphithéâtre de 600 à 800 personnes. Et donc sur un talk comme ça, il s'est retrouvé avec 30-40 personnes, ce qui est déjà bien, mais dispatché dans ce grand ensemble. Et là, il y a un sentiment un peu plus de vide. Donc c'est pour ça que je me suis permis de rajouter ce petit slide. Je ne sais pas si je dois attendre le go d'un orga ou... Il est 10 heures pour moi, donc on va commencer, si ça vous va. Je laisse le temps de... Donc, bienvenue à toutes et tous. On va parler de la notion de besoin de mon client au cœur de tout. Alors, je vais bien sûr clarifier un peu tout ça, mais dans un premier temps, et comme ça a été expliqué, merci vraiment à tous les sponsors qui permettent d'organiser ce genre d'événement. En tant qu'ancien organisateur d'Agile Torrent, je comprends tout à fait l'importance de ces soutiens et qui permettent à tout à chacun, sur un coût relativement minime, de pouvoir s'enrichir pendant 2 à 3 jours. Je me présente rapidement, je viens de l'Ouest, je viens de Rennes. Alors pour les Bretons, certains diront que je ne suis pas complètement breton, mais pour autant je m'y inclus. Je suis facilitateur coach agile et directeur d'une petite société qui s'appelle Cocan, que vous retrouverez notamment via les petits nounours, qu'on pourra expliquer un peu après. Et en parallèle, je suis aussi président d'une association qui organise un certain nombre de spectacles d'improvisation théâtrale. Je vous invite toutes et tous à aller voir des spectacles où on construit finalement des expériences très courtes à haute valeur ajoutée. En tout cas, si le rire est là, le feedback est assez rapide en général. Ce qui est toujours très important quand on parle de clients au cœur de tout, c'est d'abord connaître ses clients. Donc je vais un peu sonder la salle pour voir un peu où est-ce que je vais mettre mon curseur aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, à bras levés, j'aimerais savoir qui a des connaissances, un peu d'expérience en design thinking, ce genre de choses. Ok, on a quand même quelques-uns. C'est bien, c'est chouette. Qui est sur un poste de product manager? Salut. Product Manager, si vous ne connaissez pas ce podcast extraordinaire, Timothée Franck, depuis 3 ans, fait un certain nombre d'interviews de tous les product managers français. N'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment très très chouette et enrichissant. Maintenant, et les agilistes normalement de Grenoble devraient s'y retrouver, qui dans la salle pratique l'agilité, fait partie d'une équipe agile ou est agiliste au quotidien? Je vois Romain, tu peux lever la main. Super. Si vous n'avez pas vu cette keynote de l'année dernière, je vous invite à la regarder. Il y a eu Franck a mis encore un post hier là-dessus. Est-ce qu'il y a des product owners dans la salle? Chouette, très bien. Pourquoi je fais ça? Je ne l'avais pas fait la dernière fois que j'ai joué cette session, parce que j'ai posé toutes ces questions la dernière fois, et personne n'a levé la main, et là je me suis dit, à qui je parle finalement? Et donc je me suis dit, cette année, je vais y passer un peu plus de temps. Donc, parti pris dans cette session, et on en a parlé un petit peu avant au niveau de la keynote, eh bien oui, j'ai le parti pris d'associer la notion de client et d'utilisateur dans cette session. C'est important parce que, comme l'a dit Claude avant, quand on parle de client, des fois on ne sait pas très bien de qui on parle, mais là je vais prendre ce parti pris dans cette session. En préambule, je voudrais juste rappeler aujourd'hui, donc si vous ne connaissez pas ce monsieur, Clayton Christensen, notamment connu autour de son travail sur Job to be Done, il annonce directement que 95% des produits sont des échecs aujourd'hui. Je voulais le mettre en préambule, ça permet de se dire finalement pourquoi. Est-ce que vous connaissez ce produit? Alors, on commence par les stéréotypes. Alors, Colgate a toujours réfuté que ce produit ait existé. Pour autant, on s'en sert quand même assez souvent pour montrer qu'en termes de perspective, c'était une erreur assez forte.
Une deuxième, si je vous dis 36,7 secondes et cette image, quelqu'un pense à quelque chose? Ah, j'aurais pu utiliser les dernières photos de SpaceX, mais non. Ariane, exact, Ariane 5, qui a explosé avec un coût phénoménal à l'époque, plutôt public, hein, pour rappel, et à cause d'un bug informatique. C'est-à-dire qu'on a reprojeté sur un système qui allait être dans une toute autre exposition technique, exactement les mêmes systèmes techniques, et à la fin, au bout de 36,7 secondes, la fusée a explosé. Donc qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'un échec au niveau d'un produit, c'est finalement soit que le produit rencontre pas ses clients, ses utilisateurs, ou qu'il y a des enjeux de qualité. C'est ça que je voulais mettre en avant. Et donc, pourquoi cette session, finalement? Pourquoi remettre le client au cœur de tout? Et bien, finalement, il y a longtemps, il y a des gens qui se sont parlé et qui ont créé un truc qui s'appelle le mouvement agile. Et dedans, on a parlé de valeur. On a parlé de pourquoi on fait du logiciel et comment on veut mettre la valeur dans les mains de nos utilisateurs, de nos clients. Ça, c'était le mouvement agile. En parallèle, voire avant, il y avait le mouvement design. Et de la même manière, le mouvement design a parlé de valeur et la manière dont on pouvait mettre de la valeur dans les mains d'utilisateurs. Et puis, il y a eu aussi le mouvement Lean Startup, n'est-ce pas, qui a aussi travaillé ces sujets. Et donc, on se dit, avec tous ces mouvements-là, dans les organisations, on est tous alignés dans la même direction, on devrait tous bosser ensemble. Et qu'est-ce qu'on constate finalement dans les organisations? Moi, c'est ça que j'ai en tête quand j'arrive dans les organisations, quand il s'agit de voir la collaboration entre tous ces gens qui ont des compétences et puis ce qui s'y passe réellement. Alors, au niveau des équipes agiles, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez me contredire, mais voilà ce que je constate. Il y a un focus de l'agilité mis sur le delivery, principalement. Une vraie difficulté à exprimer ce qu'est la valeur, finalement, pour nos utilisateurs, pour nos clients, avec finalement des sprint reviews qui sont à très faible retour sur investissement, des product owners qui sont totalement dépassés par leur gouvernance, c'est-à-dire j'ai ma valeur utilisateur, je vais avoir la sustainability, la sécurité, tout plein de paramètres à prendre en compte sur mon backlog. Je ne sais plus comment piloter. Aujourd'hui, dans certaines organisations, je ne sais pas comment les product owners arrivent à organiser leur backlog. Et puis finalement, peu ou pas d'interaction avec des équipes en général, hein, des développeurs aussi, qui dans la salle voient ses utilisateurs, ses clients au moins une fois par mois. Une fois par semaine. C'est beau, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est une question que j'aime poser quand j'interviens dans les organisations et je demande aux équipiers, et pas qu'aux product owners, quelle est la dernière fois que vous avez rencontré un utilisateur, un client? Et vous verrez que certains n'en ont des fois jamais rencontré. Donc, peu ou pas d'interaction des équipes avec des vrais utilisateurs des clients. Ensuite, une vraie méconnaissance du business. Qui sont nos compétiteurs? Comment on se positionne sur le marché finalement? Pourquoi on fait ce produit? Moi, ce que j'aime faire, c'est j'arrive dans une équipe, je m'assieds à côté à des gens d'équipe et je leur dis pitch-moi ton produit, dis-moi finalement c'est qui tes compétiteurs? Bien souvent, c'est un peu difficile à obtenir comme information. Et puis maintenant, avec tous les systèmes DevOps, toute la data qu'on collecte, ces datas sont sous-utilisées pour piloter les produits. Alors ça, je parlais des équipes plutôt agiles. Mais alors, aux côtés des équipes design, cette fois-ci, on a un focus qui est mis très fort sur le discovery encore. C'est-à-dire, vous allez voir un certain nombre d'initiatives pour apprendre à connaître un peu mieux les utilisateurs. Donc on voit émerger une notion de design sprint. Je ne sais pas qui a déjà participé à un design sprint. Donc ça me semble important de poser la deuxième slide qui explique, c'est un feedback qu'on m'a donné, tout le monde ne connaît pas forcément le design sprint. C'est vivre dans un temps assez court, et c'est décrit dans le livre Sprint, un process complet de design thinking qui permet de prototyper. Le problème, c'est que c'est souvent associé à une approche waterfall, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans les design sprints très peu de développeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent discovery d'un côté, et puis le delivery verra plus tard. Ce fait qu'on fait du waterfall. Et puis, c'est très difficile. Alors, il y a peut-être des designers dans la salle, mais quand une équipe
dite Scrum se met en place, pour des designers, c'est très difficile, surtout sur ceux qui seraient dans une approche recherche, de s'insérer dans un cycle itératif incrémental. Et finalement, on leur dit, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment vous investir. Mais en fait, c'est juste très difficile sur leur manière de travailler. Bon voilà, je vous ai donné un peu mal au crâne. On va pouvoir maintenant passer dans la partie plus orientée solutions. Mais finalement, moi qui reviens d'Asie, et notamment de Thaïlande, on partage les mêmes objectifs, mais en fait, on est différents. Sauf qu'à la fin, on fait tous le même produit. Et on est tous dans la même organisation. Donc, ma perspective aujourd'hui, c'est que le succès de votre produit viendra de votre capacité à collaborer avec et pour vos clients. Il y a d'autres perspectives. Certaines personnes considèrent qu'il ne faut pas que se concentrer sur l'utilisateur, sur le client. Aujourd'hui, je prends ce parti pris. Mais Simon, comment on fait? Alors, je vais vous donner des retours, des fois que vous allez trouver complètement basiques, et d'autres peut-être que vous aurez à creuser ultérieurement. La première, elle est bête, mais prenez le temps de vous former. Nombre d'agilistes qui ne connaissent absolument pas le monde du design thinking, de toutes ces pratiques extrêmement riches. Il y a quelques années, Steve Denning sortait un livre sur la business agility. Et, à l'époque, je creusais beaucoup le sujet. Et il communique, comme d'habitude, sur notamment un journal. Et il se fait complètement dézinguer par quelqu'un qui lui dit « Vous n'avez rien inventé, ceci existe depuis les années 70 dans le design. » Je regarde, je creuse. Et là, la personne parle d'ambidextrous organization. C'est-à-dire, je vous laisserai traduire, mais dans l'esprit, c'est la même chose, mais développée du côté du design. Et finalement, les silos limites de business ont fait que les agilistes ont recréé un jargon pour dire la même chose. Et finalement, ces gens-là se sentent un petit peu mis de côté, et donc il y a des fois des laissés pour compte. Et ça mériterait qu'on se parle un petit peu plus. Si vous creusez sur les ambidextrous organization, vous retrouvez énormément de choses que la business agility a développées. Et ça passe plus simplement au niveau de vos équipes par la formation des agilistes au design et à la delivery, et aussi aux designers de passer un petit peu plus de temps sur ce qu'est vraiment l'agilité et pas comment ils la subissent, et sur la notion de delivery. Il y a un cycle de vie que qui est issu d'une thèse, mais que j'aime beaucoup et qui, je trouve, met plus en avant cette notion de discovery. Au regard de, par exemple, vous devez connaître le cycle de vie Scrum, notamment de Mike Cohn. Là, celui-là met plus en avant encore cette importance. Alors moi, c'est toujours le jeu de fin de soirée, hein, mais de savoir de manière duale faire à la fois de la discovery et de la delivery. Donc c'est extrêmement important de remettre de l'emphase dans les cycles que l'on connaît, remettre de la discovery. Et ça passe par reconnecter ensuite ses utilisateurs. Comment on fait? En fait, il va falloir, quand vous reconnectez vos utilisateurs, réinvestir l'espace du problème. Pour la petite histoire, j'ai accompagné notamment un client en Espagne qui souhaitait remettre cette dynamique avec ses utilisateurs. Et ils me disent, voilà, on a trouvé un moyen, on va voir nos utilisateurs. Le matin, on leur parle sur leurs problèmes. Et l'après-midi, on leur présente nos solutions. Ils ne vont pas beaucoup aimer quand je leur ai dit « vous êtes des marchands de tapis ». Pourquoi? Parce que finalement, le matin, vous allez écouter leurs problèmes, et l'après-midi, vous allez leur proposer des solutions qui n'ont rien à voir avec leurs problèmes. Et donc, il y a un sentiment d'essayer de nous pousser un peu des choses dont on n'a pas besoin. Je viens de te parler de mes problèmes, pourquoi tu me vends autre chose? Donc, il va falloir aussi, et c'est important, choisir, est-ce que vous allez discuter avec vos utilisateurs sur l'espace des problèmes ou sur l'espace des solutions? Réinvestir l'espace des problèmes, c'est important. Là, quand on m'a sensibilisé au Lean Startup il y a quelques années, on disait un produit va bien marcher quand il y a une belle équation entre problème, utilisateur et solution. Et puis si vous ne trouvez pas la bonne solution, vous pivotez sur un de ces trois axes. J'aime bien le mettre en parallèle avec le cycle de vie, enfin le double diamant du design thinking, parce que le double diamant nous dit bien il y a un espace de divergence et de convergence sur le problème dans un premier temps. Quand le problème est clair, on va diverger, converger sur la solution. Le problème, c'est qu'on a tendance, en discovery, à essayer de converger sur les deux en même temps, parce qu'on n'a souvent pas de temps. Sauf qu'un problème bien défini est un problème à moitié
résolu. Et donc, il va falloir utiliser justement les designers qui, eux, connaissent extrêmement bien tous les outils autour de la recherche notamment, pour aller voir vos utilisateurs. Ça ne veut pas dire les laisser faire, ça veut dire aller avec eux, binomer, potentiellement suivre leurs conseils sur la manière dont on design une interview, et typiquement préparer des questions ouvertes, être dans une posture d'écoute. C'est finalement, si vous avez des armes de coaching, mettre en avant énormément de choses du coaching. L'écoute et la présence étant clés dans les interviews utilisateurs. Quelque chose aussi de très important que j'aimerais mettre en avant ici, c'est l'ego. Si vous arrivez à voir un utilisateur et que finalement vous êtes convaincu que votre solution est la meilleure, et qu'à chaque fois que votre utilisateur vous dit ouais, « non, c'est vraiment pas très bon, enfin, ça ne me sert à rien », vous êtes dans le « oui mais », le fameux « oui mais », à ce moment-là, finalement, ça ne servira à rien, c'est un gros investissement qui ne sert à rien. Il y a des techniques qui sont peut-être un peu moins, poussées, je vais en parler juste après, juste former les gens. J'ai eu un retour dans une organisation que j'ai accompagnée, certains se reconnaîtront dans la salle, où quand on leur a dit il va falloir que vous alliez un petit peu plus voir vos utilisateurs, la réponse a été c'est pas mon job. J'entends un rire qui se reconnaît bien. Donc dans l'esprit, finalement, il va falloir accompagner, expliquer pourquoi c'est important d'aller voir les utilisateurs, ne pas forcer les gens qui ne souhaitent pas y aller. Encore une fois, théorie du changement, utiliser les gens motivés d'abord, et pas forcément les détracteurs. Expliquer en quoi ça peut avoir de la valeur. Sur ce sujet-là, je ne sais pas si Greg est dans la salle. Greg a fait une super belle conf sur le test utilisateur. Hein voilà, Michel et Michel. Si vous n'avez pas vu cette conf sur les tests utilisateurs, extraordinaire. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai adoré. Donc Greg et Sylvia, Michel et Michel. Je ne les ai pas vus au programme cette année, mais ce sera mis en vidéo. Très bien. Sinon, vous avez des bouquins aussi de référence là-dessus. Il y a des techniques plus simples encore. Me and My Shadow, Innovation Game, un des bouquins où j'ai piqué le plus d'idées, mais que je trouve très compliqué à lire. Plein de dessins, assez vieux maintenant, à Luc Oman, mais finalement, Me and My Shadow, vous donnez le produit à un utilisateur, vous vous mettez derrière, vous ne dites rien, juste vous notez ses réactions, la manière dont il est, et c'est très puissant et assez simple. Maintenant qu'on a été dans le problème, on va essayer d'aller dans les solutions. Et la première chose que je vais vous proposer, c'est réapprenez à prototyper. C'est bête, mais maintenant, on veut tout le temps donner des choses complètement finies, chiadées, complexes, etc. Mais finalement, il y a la notion de prototypage, low fidelity. À l'époque, qui utilise le concept de spike dans la salle? Il y en a quelques-uns, c'est bien. Il faut réinvestir les spikes. Réinvestir cette capacité à prototyper, à se donner des moyens de valider rapidement nos hypothèses. Après, avec la technologie, maintenant, on peut faire aussi du prototypage très haute fidélité. Typiquement, j'avais beaucoup aimé, là en haut, pour permettre, dans le monde du hardware, de projeter un produit dans l'environnement de nos utilisateurs. On peut, en utilisant la réalité augmentée, commencer à intégrer des plans 3D et les projeter directement pour voir un peu la réaction de l'utilisateur face aux produits qu'on a. Après, les systèmes de prototypage sur les applis mobiles commencent à être assez connus. Si vous n'avez jamais expérimenté le design sprint, je vous invite à vous projeter aussi dans ce livre. Sprint est assez facile à lire, et puis maintenant, il y a toutes les communications qui ont été faites pour bien organiser un design sprint. C'est une expérience, si vous avez vécu des hackathons, des innovatons, des expériences un peu collectives intenses, c'est une super belle expérience. Maintenant, invitez des développeurs, invitez des gens qui vont s'en occuper après, sinon vous allez créer juste un silo. Un feedback qu'on m'a donné, puisque je parlais de Christiansen, c'est si vous êtes intéressé, creusez la notion de job to be done. Qui connaît ce concept ? Voilà, c'est un concept. Alors, le feedback a été, tu as parlé de Christiansen, pourquoi tu ne parles pas de job to be done ? Je leur ai dit, le problème, c'est que c'est un sujet qui mériterait une conf entière. L'objectif de ce genre de thème, c'est de se dire que finalement, on va plus regarder le service que le produit va proposer
que le produit en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va embaucher, hire le produit pour faire quelque chose. Et finalement, toute la dynamique va être de se questionner, et notamment en utilisant beaucoup de sujets, de techniques issues du design, de se dire, est-ce que le produit qu'on fait apporte le bon service pour l'utilisateur ? Pour les experts dans la salle, je résume très rapidement, mais la réalité, c'est que c'est aussi un angle à ne pas hésiter à se poser comme question, finalement, mon produit, est-ce qu'il rend le bon service à l'utilisateur que j'ai visé ? Et tout ça, ça va permettre finalement d'enrichir, et c'est ça le but ultime pour moi, pour les agilistes, d'enrichir mon product backlog. Maintenant, disclaimer. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, les plus jeunes peut-être ne connaîtront pas. Claude, tout à l'heure, nous a présenté un superbe exemple à la SNCF. Clippy, tout le monde connaît à peu près, ça vous rappelle un petit truc. C'était bien comme fonctionnalité. Donc ça a coûté très cher en développement, mais ce n'est pas tant ça que je voulais vous raconter là. Microsoft a organisé un focus group. Focus group technique de design pour positionner un certain nombre de fonctionnalités dans les mains d'un utilisateur et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense. Le retour du focus group a été « c'est une peine ». Et Microsoft l'a quand même implémenté. Alors on s'en rappelle, donc certains pourraient dire c'est un bon choix marketing. Cependant, voilà, le message que je veux faire passer là, c'est si vous voulez vraiment mettre en place de la customer centricity, mais que finalement, en termes de politique interne, je vais rester poli, vous ne le souhaitez pas, on va se dire attention, parce que l'impact, quand vous allez voir vos utilisateurs, ils prennent conscience de ça, on leur explique la démarche, etc. Mais si à la fin, vous considérez qu'en tant que bon ingénieur, vous savez mieux que votre utilisateur et vous poussez les fonctionnalités que vous aviez prévues, ça pose problème. La deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est attention, il y a des enjeux politiques dans les organisations. Aujourd'hui, je vois plus de problèmes sur les politiques internes pour aller voir les utilisateurs que la complexité d'aller voir un utilisateur. J'ai eu récemment le cas où une vraie volonté d'aller voir les utilisateurs, et puis le responsable des sales me dire « il est hors de question, c'est moi qui manage la relation ». Finalement, la discussion s'est retrouvée au niveau du CEO. Et je ne suis pas sûr que ce soit le CEO de traiter ce genre de choses. Donc c'est important d'avoir le bon mandat en interne et pas qu'une volonté de le faire. Sujet très important pour moi, troisième point, et je regarde l'heure, investir sur ses product owners. C'est bête, mais il faut revenir à ça. C'est quoi la vision ? Partager la vision. Partager la vision, mais en fait, pourquoi on fait ce produit ? Alors là, je pense que je ne surprends personne, mais pour autant, quand je vais voir un développeur dans les équipes, je dis, c'est quoi la vision produit ? J'ai rarement une réponse très claire, ou généralement une réponse divergente selon les personnes avec qui je parle. Deuxième, et on en parlait juste avant avec l'autre, c'est quoi la valeur du produit sur lequel on bosse ? La valeur, ce n'est plus l'argent. On parlait d'impact social, écologique. Finalement, c'est quoi les valeurs de notre produit ? C'est quoi qu'on va essayer de répondre ? Et ça, la pyramide of value, qui est tirée d'un article de 2016, vous permet de prendre conscience, finalement, qu'il y a plein de types de valeurs possibles. Le gros problème dans les organisations, c'est qu'on n'est pas très clair là-dessus. Il faut délivrer de la valeur. Mais quelle valeur ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Est-ce qu'on veut avoir un impact, je dirais, financier ? Est-ce qu'on veut vraiment faire un focus sur la qualité ? Et donc, ces valeurs se clashent entre elles et impactent la manière dont on pilote le produit. Et tout à l'heure, Claude parlait du product owner, mais le product owner, généralement, il a des business owners ou des gens, des stakeholders autour qui ont tous leurs valeurs différentes. Et pour lui, c'est impossible de piloter. Donc, il va falloir clarifier. Un outil que j'utilise pour ça, et tu veux que je revienne ? Vas-y, je reviens pour toi. C'est parce que c'est toi. Hein. Les slides seront mis à dispo. Un outil, pour moi, une fois qu'on a eu... pour moi, c'est un vrai workshop très important à avoir à un moment donné sur quelle valeur on fixe. Et après, on va les reprojeter finalement dans ce que j'appelle un trade-off slider, qui est, pour moi, je l'appelle la boussole.
la boussole du product owner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, quoi qu'on en dise, à tout mettre en fixe, hein, comme dans le bon projet par défaut, parce que moi, ce que je dis, si tout est fixe, que ce soit waterfall ou agile, on se plantera de toute façon. Donc la réalité, c'est mettons-nous d'accord. Alors moi, je suis plutôt laisse le moins fixe au plus fixe. Et je mets tous les paramètres qui guident le produit. Et ce qu'on a fait avec pas mal de clients, c'est en général, on donne à chacun des stakeholders, ceux qui financent, on leur dit, donnez, voilà, s'il y a la sustainability, la sécurité, vous le mettez tout dedans, vous le donnez à chacun d'entre eux et vous leur demandez, c'est quoi le plus flexible, c'est quoi le moins flexible. Et il y a une chose qui est très importante, qui n'est pas mise en avant là sur ce slide. D'ailleurs, il y a une contre-idée. C'est moi, je fais autant de colonnes qu'il y a de lignes et une seule croix par colonne. Et là, ça devient plus compliqué. Donc, on demande après à chacun des stakeholders de le remplir. Et après, on les met dans la même salle. Alors, le remplir, ils le remplissent généralement assez vite vu de leur fenêtre, mais quand il faut les mettre ensemble et qu'on leur dit, en fait, à la fin, pour le produit, pour l'équipe, il n'en faudra qu'une, là, vous leur laissez 3 jours. Minimum. Et vous leur dites, on en a besoin pour piloter, et ce document est un document qui va pouvoir évoluer. Ce que je raconte souvent, c'est qu'une de mes belles réussites à l'époque, il y a une dizaine d'années, sur un programme agile, avait été un projet dans le cadre de la loi Macron, dans un projet bancaire où à l'époque c'était une belle promesse, on pouvait changer de banque en créant un compte dans une autre banque et en un clic ça transférait tous vos actifs, c'était génial. Bon, ça n'a pas marché, mais dans l'esprit le projet a été super intéressant. Il a mal commencé parce qu'on nous a dit on ne sait pas le faire en waterfall donc on va le faire en agile. On avait une deadline en février, c'est une loi, un scope qui avait l'air fixe, donc ça partait bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans un premier temps, travaillé avec le marketing pour leur demander, en fait, le scope que vous nous avez demandé au début, est-ce que c'est la loi? Oui, oui. Est-ce que c'est la loi? Peut-être. Donnez-nous le scope de la loi. Et on a récupéré un scope finalement un peu plus petit, un peu plus resserré. On est allé voir les équipes de dev, ils nous ont dit, 2-3 mois, à vue de nez. Donc, dans un premier temps, on est parti sur un scope fixe avec une flexible timeline. Et une fois le scope réalisé, vu que la timeline de la loi était en février, on est passé sur une fixed timeline, flexible scope. C'est-à-dire qu'on rajoutait autant de fonctionnalités qu'on pouvait sur le temps qu'on avait. Vous auriez pu faire ça avec les coûts. Mais ça permet vraiment d'aider le product owner à dire finalement sur quoi je dois me baser. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de product owners qui ont des injonctions de la sécurité, de la sustainability, toutes sont importantes, je ne sais pas comment les prendre. Alors, j'essaie d'être gentil avec tout le monde, mais finalement, j'ai mon boss qui me rappelle que j'ai une injonction pour dans 2 semaines. Donc, on a des équipes, malheureusement, derrière, qui ont un focus qui change en permanence, qui crée de la non-qualité. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, remettre ça crée un cadre qui permet aux product owners de piloter. Je vais passer là, c'était juste sur la vision rajoutée. Moi, sur les JO, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai beaucoup aimé l'effort qui a été fait au tout début pour remettre de l'emphase sur la vision. J'aime le storytelling, c'est quelque chose qui n'est pas du tout assez utilisé aujourd'hui, mais qui créer des histoires, c'est embarquer les gens, avoir des gens motivés, on s'enlève quand même beaucoup d'ennuis. Les PO doivent apprendre à faire beaucoup plus de storytelling. Les PO doivent aussi, et c'est une autre conf que j'ai, apprendre à mieux manager les gens qu'ils ont autour d'eux. Ils les subissent beaucoup trop aujourd'hui. Et remettre le client au cœur de tout, c'est apprendre pour un PO à savoir où est mon écosystème, qui parle avec qui, savoir quand est-ce que je crée des relations liées à mon client, aux différentes parties prenantes. J'ai été hyper rapide, c'est cool. J'ai un dernier slide pour les product owners. Important, c'est sorti il y a quelques jours. Alors là, il y a encore plus disruptif, mais se poser la question si finalement le product owner ne devrait pas disparaître. Alors pour les product owners, c'est juste, j'ai eu une réflexion il y a quelques jours chez un de mes clients. Il y a une injonction qui est sortie. Le product owner doit passer 80% de son temps avec ses utilisateurs. Je me suis dit, waouh! Et donc, il va passer 20% de son temps avec son équipe. Ça ne fait pas beaucoup. Je considère qu'un product owner doit passer beaucoup plus de temps.
Et donc, on est en train, pour ceux qui connaîtraient le modèle LESS, Large Scale Scrum, on est plus sur un modèle de Product Owner qui est vraiment dans la partie business, donc très orienté Product Manager pour moi aujourd'hui. Donc, moi, c'est une discussion que je n'ai pas tellement envie d'ouvrir, mais c'est une réflexion qui peut aussi se poser. Je pense qu'il y a énormément de Product Owners qui gagneraient à développer leur Product Ownership, et puis des Product Owners à continuer à travailler autour du Product Management. Le quatrième axe dans cette présentation que je souhaiterais vous partager, encore assez pragmatique, c'est investissez sur vos sprint reviews. Qui considère dans cette salle que ces sprint reviews apportent le bon niveau de valeur? Alors je pensais pas avoir grand monde, mais alors là j'ai personne. Et pourquoi vous continuez à les faire? Parce que c'est écrit? Ouais, mais je pense réellement, et j'ai beaucoup creusé le sujet, qu'il y a une énorme incompréhension autour de cette cérémonie. Et donc, je trouve qu'on ne parle pas assez de produits. On est des fois dans la démonstration au product owner, ce qui est une aberration son nom, parce que ça voudrait dire que le product owner est le client de l'équipe, et pourtant il fait partie de l'équipe, là je ne comprends plus rien. Donc, mon invitation est la suivante. C'est savoir inviter. Inviter. Et puis, si les gens ne peuvent pas venir, on ne le fait pas. Enfin, moi, je n'ai jamais eu ça, mais si un de mes enfants organise un anniversaire et qu'il n'y a pas de copains, on va le manger, le gâteau, mais on n'est plus aussi fixé par le nombre de jeux dans l'après-midi. Deuxièmement, savoir préparer. Nombre de sprint reviews qui ne sont pas préparés. Il y a une phrase célèbre d'un président américain, « If you fail to prepare, you are preparing to fail ». Je pense qu'on ne se pose pas assez de questions finalement de pourquoi finalement on fait cette review, qu'est-ce qu'on veut apprendre, de quoi on doit parler au niveau du produit. Il y a peu de sujets autour justement du business, de finalement quel impact a le produit, les choses qu'on doit pouvoir préparer pour la suite, des vraies discussions. En fait, c'est un espace de discussion à la sprint review. La culture du feedback, si vous ne connaissez pas, il y a une super belle vidéo, et là je le fais en France, donc je vais pouvoir me faire plaisir. Il y a une vidéo où il y a un orateur qui présente le feedback comme le pull de grand-mère. Est-ce que quelqu'un connaît cette vidéo? Cherchez sur YouTube, elle est magnifique, ou je la mettrai en référence. Il explique qu'on a tous, pour la plupart, eu potentiellement une grand-mère qui à Noël nous a offert un pull en laine, tricoté, avec amour. Et ce pull, il n'est pas toujours la bonne taille. Il gratte. Il est souvent pas très beau. Mais quand on vous l'offre, la seule chose que vous pouvez dire, c'est merci. Et donc, dans un sens, le feedback devrait être pareil. Les gens doivent accepter qu'un feedback n'est pas toujours bien, parfaitement lisse, propre, etc. Il n'est pas toujours la bonne taille, il gratte des fois, il secoue. Mais à la fin, si vous dites merci et que vous le considérez comme un cadeau, il vous aidera à grandir. L'objectif de la review aussi, c'est apprendre à créer un partenariat avec vos clients. Est-ce que dans la salle, certains font des sprint reviews avec ses utilisateurs ou ses clients? Je vous conseille d'aller les voir, ils sont encore vivants. C'est quelque chose qui apporte énormément de choses. Et c'est quelque chose, à chaque fois, on me dit, oui, mais ils n'ont pas signé de NDA, c'est pas forcément simple. Oui, ça s'organise. Et pourtant, quand vous avez un utilisateur, vous embarquez comme ça avec un rythme soutenable, comme c'est écrit, vous allez avoir de plus en plus de valeur et vous allez surtout amener énormément de motivation au sein de l'équipe à continuer à délivrer de la valeur. Si vous n'avez pas ça, où est finalement le fuel qui permettra, le fuel c'est plus un bon mot, l'énergie qui vous permettra d'avancer. Ensuite, il faut créer cette coalition, cette fierté. La review, c'est un moment où on est censé être heureux, on ne doit pas être à la peine, on se dit « mais oh, punaise, encore la review ». Non, ça doit être un moment qui apporte. Et donc le dernier point, c'est si vous faites des sprint reviews à votre product owner, je vous invite à en parler à un ami. Voilà. Conclusion, très rapidement, les clés pour réussir. Identifier des problèmes réels à résoudre. Quand je fais une fonctionnalité, quel problème je viens résoudre? Clarifier ce qu'est la valeur pour vos utilisateurs. Il y a la valeur pour l'organisation, on est d'accord.
mais c'est quoi la valeur pour vos utilisateurs? Donnez le bon mandat à vos product owners. Si vous ne connaissez pas le livre, la Professional Product Owner, j'aime beaucoup parce qu'ils définissent 5 niveaux de product owner entre le scribe et l'entrepreneur. Essayez de définir où est-ce qu'on se positionne dans notre organisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner plus ou moins de mandats au product owner, mais ne laissez pas le product owner dans un état où il ne sait pas bien son mandat et surtout être product owner sans pouvoir prendre de décision. À un moment donné, je pose la question de pourquoi vous mettez des product owners. Ces product owners doivent apprendre à faire de la discovery un peu plus, tout en continuant à expliquer l'impact de la delivery. Améliorer la collaboration de vos équipes agiles avec vos équipes de designers. Arrêtons ces silos qui, malheureusement, il y a énormément à apprendre des deux côtés. J'ai été lead d'une équipe d'agilistes en Asie pendant 3 ans. En parallèle, on avait une équipe de designers, ce qui a fait que moi, j'ai adoré, je travaillais en permanence avec eux. J'ai appris énormément de choses sur le design. Je les ai embarqués dans nos perspectives. On s'est rendu compte qu'on avait plein d'outils en commun, qu'on avait une passion, finalement, c'était les clients, c'était les produits qui allaient à nos clients. Ne négociez jamais avec la qualité de vos produits. J'aime bien raconter l'anecdote que souvent, notamment en formation, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'utilisateur, quand vous avez une application sur votre mobile qui plante en permanence? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je la désinstalle. Donc, négocier avec la qualité, c'est un moyen de finalement ruiner votre agilité. Utilisez la data partagée par vos utilisateurs, vos clients. On a une quantité de data maintenant colossale. Il faut savoir la traiter, savoir l'analyser et que ça puisse nous aider à prendre des décisions. Si c'est juste de la data pour de la data, encore une fois, ça ne sert à rien. Partagez sur l'écosystème de vos produits. C'est hyper important. Utiliser, je ne sais pas, le business model canvas ou la customer value proposition, rencontrer, aller sur des salons pour savoir où se positionne le produit, mais vous n'êtes pas seul. Les gens font des choix en termes de business. Ayant été en Asie, j'ai vu beaucoup d'acteurs émerger sur des segments de marché uniques avec des tout petits produits qui allaient très très vite et on ne les voit pas venir. Et puis à un moment donné, on sort, on loupe la cible et on ne se comprend pas. Pour moi, l'écosystème, ce n'est pas l'adage du marketing. Tout le monde devrait en avoir un peu plus conscience. Investissez sur vos parties prenantes parce que, en gros, ce que je dis souvent, si vous ne managez pas vos parties prenantes, c'est eux qui vous managez. Donc c'est important vraiment de remettre l'emphase là-dessus. La prochaine chose importante, finalement, pour conclure, c'est une phrase que j'adore. Elle est forte, mais la réalité, c'est que je viens d'un monde où je suis ingénieur. J'ai toujours considéré ce que je faisais, et je le faisais avec passion. Donc je mets beaucoup de passion dans ce que je délivre. Et malheureusement, j'en oublie les gens qui vont l'utiliser. Et notamment dans les écosystèmes B2C, où vous êtes potentiellement les consommateurs, vous-même du produit, ça crée des biais, et vous allez considérer que vous avez fait le meilleur produit de la Terre. Allez voir vos customers, allez passer du temps avec eux, c'est quelque chose qui vous apprendra, et notamment avec humilité, beaucoup sur vos prochains choix. Mais comme ceux qui me connaissent dans cette salle savent que je ne m'arrête jamais, j'ai toujours un truc en plus. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est super important, c'est développer votre écoute, parce qu'à la fin, ce qu'on veut savoir, c'est pas ce qu'ils ont. Comment on donne aux clients ce qu'ils ont besoin et pas ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on va exprimer à l'oral et le besoin. La valeur va se trouver dans le besoin et pas dans l'expression. Le dernier, avant de fermer, c'est collaborer avec vos clients, c'est les connaître, c'est connaître leurs besoins, c'est prioriser leurs besoins, c'est les engager pour mieux les manager, puis c'est un cycle, c'est du never-ending, c'est-à-dire que c'est un investissement. Si vous commencez à engager vos utilisateurs et vous les engagez 3 mois et que vous revenez les voir dans 3 ans, ce n'est pas quelque chose qui va marcher.
Donc, ayez conscience que si vous vous mettez à engager vos utilisateurs, vos clients, il va falloir l'intégrer dans une dynamique au jour le jour. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle conférence. S'il y a des questions, je reste à votre disposition. J'ai juste fait un truc avant que vous repartiez. J'ai juste fait un truc. Romain, il fait ça souvent et j'adore. C'est un selfie parce que je fais jamais. Donc c'est mon premier. Hein. Merci beaucoup. S'il y a une question ou deux, moi j'ai encore normalement 5 minutes. Sinon, profitez des 5 minutes. Vas-y, dis-moi. Comment tu fais quand tu as un produit qui est par des techs pour des techs? Bah, je vais voir des techs. C'est qui les utilisateurs? Je vais voir des techs. En fait, si les utilisateurs, les clients, c'est des techs, bah, tu vas les voir. Ah, tu sais, ils savent parler. Hein. Pas tous, mais prends le temps. En fait, c'est bête, mais ça va être peut-être un canal un peu moins canapé, petit four ou café, mais c'est prendre le temps de te poser. En fait, il faut juste prendre le temps. Et puis de leur montrer, en fait, de les faire utiliser. Ils auront des propositions. Par contre, revenir vraiment au problème avec les techs, puisque les techs sont très solution-driven. Que si tu leur poses des questions sur la solution, ils vont te donner des solutions. Par contre, si tu leur poses des questions sur leur problème, là, tu vas trouver des super trucs. Ça te va? Si. Comment tu procèdes si tu travailles très en avant dans l'innovation? Tu connais l'experiment board du Running Lean, Ash Maurya? Bah, il a créé des experiment cards où l'objectif, c'est vraiment de venir documenter ses expériences. À la fin, l'objectif, c'est de penser court. En fait, plus tu es en amont, plus ça doit être des expérimentations, lancer un maximum d'expérimentations courtes, documentées, avec qu'est-ce qu'on cherche à valider le plus tôt possible. Moi, je le verrais comme ça. Après, il y a tout sur la partie recherche. Il y a vraiment énormément de choses qui ont été documentées. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par une chercheuse UX de chez Google en Asie, où elle m'expliquait le pouvoir du langage et du questionnement, et donc passer du temps autour des sujets sans parler de solutions, mais d'aller vraiment se poser avec des utilisateurs, même très en amont dans le sujet. Ah oui, j'avais dit, j'ai oublié de dire, les bonnes questions ont le droit à un nounours. J'ai pas de pot de miel, moi. Ah, tu as déjà, t'es biaisé. C'est bon pour vous? Je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous. À bientôt.